Bienvenue sur Aventure Humaine. Aujourd'hui, nous allons voyager avec Thomas Kralski, cofondateur de MyEspresso. En 2008, il sait qu'il veut entreprendre, voyager et avoir un impact au quotidien. À peine 18 ans, il se dit que le marché du café peut combiner toutes ses aspirations. Son frère le rejoint et il commence non loin de La Défense, quartier à très forte concentration de machines à café. Depuis 10 ans, la société s'est fortement développée et compte plus de 500 entreprises clientes et accro aux grains de café récoltés de manière responsable à l'autre bout du monde. Dans cet épisode, nous allons voir comment Thomas s'est lancé et a constitué une belle équipe pour pérenniser son aventure humaine. Le programme te convient, Thomas? C'est parfait et c'est très bien résumé. Donc c'est nickel, merci. Merci pour l'invitation et de l'intérêt. Super, bienvenue sur cet épisode. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. Est-ce que, voilà, pour poser le cadre, tu peux nous dire un petit peu quel est ton environnement de travail? C'est-à-dire quand tu dis environnement de travail. Aujourd'hui, un petit peu où tu es au quotidien. Ok, bon, aujourd'hui, on vient de déménager, ça tombe bien que tu poses la question. On vient de déménager, on est toujours dans le 92, mais on a déménagé à Villeneuve-la-Garenne parce que, en gros, on a regroupé donc deux entreprises. Il y a une société qui s'appelle Esperanza Café qu'on a racheté en septembre. Donc, on avait besoin de bureaux plus grands. Donc, là, on est dans 700 mètres carrés à Villeneuve-la-Garenne où il y a notre torréfaction en bas, où il y a tous les techniciens qui réparent les machines, les torréfacteurs qui torréfient le café. Et ensuite, on a aussi des bureaux au-dessus où on est à peu près une vingtaine de salariés au total. Super. Donc, ça sent le café Tout le temps, on a des tout le voisins temps. qui nous, tout le temps, il y a des voisins qui nous disent on adore, ça sent le café, donc c'est plutôt une odeur agréable, on va dire. Génial. En tout cas, moi, j'apprécie grandement le café. Je suis plutôt café que thé, donc euh, j'imagine vraiment cette ambiance. Est-ce que tu peux tout de suite, là, du coup, nous partager le déclic, la raison qui t'a fait lancer MyEspresso et surtout te lancer dans l'entrepreneuriat? Bah, c'est ça. Le plus important, finalement, MyEspresso, le café, c'est venu après. Finalement, c'est plus l'entrepreneuriat qui était l'idée de base. Pour la petite histoire, il faut savoir que mes parents sont arrivés en France. En fait, je suis d'origine polonaise et mes parents sont arrivés en France donc en 86. Et en arrivant en France, mon père a un peu, comment dire, pas galéré, mais il a été, voilà, souvent managé par des entrepreneurs ou, enfin, qui étaient, comment dire, pas les plus humains possibles entre guillemets. Et donc, ce qui fait qu'il m'a toujours dit, j'ai toujours eu le discours, oui, Thomas, je te conseille, franchement, lance-toi tout seul parce que tu sais pas par quelle personne tu vas être managé un jour. Donc, lance-toi et je pense que c'est comme ça que tu feras des grandes choses. Donc, c'est avec cette idée en tête que j'ai évolué. Et c'est comme ça que dès mes 18 ans, je me suis dit, allez Thomas, vas-y, sois entrepreneur. Donc dès mon bac, en fait, je savais que je voulais prendre la voie de lancer quelque chose, un business. Et c'est comme ça finalement que je me suis dit, voilà, je vais chercher une école qui va me permettre de me lancer. C'est comme ça que j'ai fait le DC en fait. Donc l'école des créateurs d'entreprise que je n'ai pas fini d'ailleurs par la suite parce que voilà, que je n'ai pas fini parce que j'étais en gros à fond sur le projet MyEspresso dès mes 18 ans. Ok. Et voilà, et après pour la petite histoire, pourquoi le café? C'est comme tu l'as résumé très bien au début, c'était plus une question d'opportunité finalement et des valeurs que je voulais partager. Il y avait une chose que j'avais vraiment en tête, c'était je veux faire un business qui soit rentable, mais tout en préservant l'humain, l'environnement et qui me permettrait de voyager. Et finalement, en cherchant un peu Il n'y avait pas autour de 36 nous, 000 marchés, quoi. il n'y avait pas 36 000 marchés, c'est ça, et surtout que par exemple le café, typiquement, c'est un des business, même si je veux pas critiquer les capsules et la grande marque Nespresso, mais on s'est dit, mais c'est bizarre, et c'est même mes parents qui m'ont dit, mais c'est bizarre quand même d'avoir une matière première qui existe, qui est le grain, mais qu'on transforme pour le Mm. consommer, alors qu'il peut se consommer, entre guillemets, directement tout seul. Donc voilà, c'est comme ça un peu qu'est venue l'idée du café. Et comment tu t'attaques à ce marché-là? Une fois que tu as l'idée, qu'est-ce que tu fais en premier? Tu prends un billet, tu fais un tour du monde des, des pays producteurs? Comment tu t'y mets? Pas du tout. En fait, au début, il y avait les notions, ce que j'avais appris à l'école, c'était au début du Lean Startup. Et en fait, au Ouais. début, on s'est dit, allez, tu sais quoi? On lance un site internet. On propose tout type de produits, que ce soit du café moulu, du café en capsule, des dosettes, du grain.
Et on communique autour de nous parce qu'on a quand même un petit réseau. Tout le monde a un petit réseau. Moi, je connaissais une centaine de personnes, mon frère aussi, mes amis, etc. Et on s'est dit, on voit un peu ce que les gens pensent et on essaye de récupérer les retours. Et c'est comme ça, on a lancé le site internet, puisque aujourd'hui, on va dire que c'est assez simple de lancer un site internet aujourd'hui. Enfin, en 2012, Oui, mais en 2012, un petit peu moins. Un peu moins, mais bon, autour de nous, on avait des personnes qui étaient passionnées de ça, donc ils nous ont aidés. Et puis petit à petit, on a commencé à avoir de retours, et c'est là qu'on a compris que finalement, les gens consommaient du café au bureau. Le plus on consomme du bureau, parce que c'est là où on passe le plus de temps, c'est au bureau. C'est là également qu'on a compris que finalement, les solutions qu'on proposait dans les bureaux, c'était soit de la distribution automatique, pas très design, le café pas très bon non plus, ça a une mauvaise réputation, ou des capsules. Et c'est là où on s'est dit, et les entreprises nous disaient aussi, c'est pas très RSE. Ça commençait, les petites notions écologiques commençaient à arriver dans ces années-là, entre 2012 et 2014. Et c'est là où on s'est dit, ah oui, il y a quand même quelque chose à faire. Il y a une vraie révolution à faire dans les entreprises. Ok, donc vous avez ce feedback super de ces premiers potentiels utilisateurs dès que vous avez la possibilité de proposer la solution. Et comment du coup tu trouves, est-ce que tu imagines tout de suite qu'il va falloir aussi installer des machines? Alors ça, tout de suite, on l'a compris. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, pour vendre du café, le problème du grain, il y en a un seul, c'est qu'il faut une machine qui est capable de le moudre, cette machine, ce café-là. Donc oui, une des premières étapes, même avant d'être sourceur de café ou de trouver au début un partenaire café, c'était finalement de comment on va vendre ce café. Donc on voulait se rapprocher donc des plus belles marques, des plus belles et des plus qualitatives marques de machines à café. Et c'est là où on a commencé à démarcher les DeLonghi, les Jura, pour référencer les marques de machines à café à grains. Ok. Et ça a été assez simple de leur faire que vous apparaissiez, on va dire, dans leur marché, qu'ils vous fassent confiance? Non, pas du tout. Finalement, au début, on a eu que des refus. Ouais. Au début, ils nous ont dit, mais c'est qui ces jeunes? Enfin, nous, on travaille déjà avec des professionnels. Il y avait les cafés Richard, il y avait des Lavazza qui vendaient déjà un peu de machines à grains. Ils nous ont dit, bah non, au début, nous, ça nous intéresse pas. Donc, on s'est tourné vers d'autres marques beaucoup moins connues, type Psycho, etc., qui nous ont ouvert la porte au début. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on est rentré sur le marché. Et en faisant nos preuves, en signant une entreprise, 2 entreprises, 3, 4, 5, 6, on a commencé à retaper aux portes aux autres confrères, donc qui étaient Jura, etc. Et c'est comme ça qu'ils nous ont ouvert les portes en se disant, bon, finalement, ces petits jeunes, mine de rien, il y a peut-être du potentiel. Il faut un peu de volume, ils ont des grands groupes. Ouais. C'est ça, exactement. Et sur le café, du coup, comment vous allez chercher? Alors au début, franchement, on a tapé franchement au début sur Internet pour rien te cacher, on n'est pas du tout issu du milieu du café. Donc nous, on a tapé torréfacteur, on connaissait les termes, on venait d'apprendre les termes torréfacteur, et c'est pour rien te cacher, et on s'est dit bon, on va taper torréfacteur sur Internet et on va contacter. Finalement, on va contacter des torréfacteurs, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler un tout petit torréfacteur, un artisan qui s'appelait Café Factorerie et qui a mis en fait le pied à l'étrier pour nous et qui nous a commencé. C'est la première fois que j'ai vu une torréfaction de mes propres yeux, et c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure. Donc, au début, on est bien d'accord, tu voulais voyager et tu trouves évidemment tout ce qu'il faut autour de Paris, on va dire, en France, et tu ne voyages pas encore, tu prends pas de billets, tu pars pas la fleur au fusil avec beaucoup de dépenses, beaucoup de choses à mettre en route. Tu es efficace, concentré et aligné, quoi. Exactement. Au début, le voyage, il est loin, hein. C'est-à-dire, on a pris conscience que finalement, c'est pas demain qu'on va voyager pour voir les plantations de café, les coopératives, etc. Au début, nous, surtout qu'on ne souhaitait pas, et c'est toujours un peu le cas, de lever de fonds. On n'avait pas forcément d'argent. En réalité, on s'est lancé. Moi, j'avais 2000 euros d'économie. Mon frère en avait 3000 et on s'est lancé avec 5000 euros, quoi. Donc, au début, c'était vraiment, c'était des gens qui nous ont fait confiance, qui nous ont vendu les premiers cafés où on pouvait payer les factures à 30, 45 jours, les machines à café pareil. Et puis, on s'est dit, on croise les doigts pour qu'on arrive à les vendre dans les 45 jours et pouvoir vendre et pouvoir payer la marchandise, entre guillemets. Donc, non, en effet, on était à des années-lumière des voyages. Mais par contre, on a remarqué que c'était quand même un univers, dès le début, que c'était un univers passionnant parce que
Hmm. Bon, je dis pas que je suis amateur de vin, mais j'aime bien quand même le vin, etc. à cette époque-là déjà, et on a remarqué qu'il y a énormément de similitudes entre le vin et le café finalement, et c'est comme ça que petit à petit, on est rentré. Enfin, ça nous a passionnés quand même directement. Franchement, dans les 2-3 premières années, on est vraiment devenu passionnés du café. Et justement, donc c'est les premières transactions, les premiers clients payants, ils arrivent à quel moment dans l'aventure? Alors 2014, pendant les deux Ok, premières, en fait la première année, donc nous, on a créé en 2012. Première année, Lean Startup, on récupère des données. En gros, on récupère. 2013, fin 2013, on a commencé à poser le business model entreprise. Donc, avoir tout simplement des, les machines. les machines à café, avoir un partenaire café, donc avoir du café. Et donc, on a commencé à avoir les premiers clients mi-2014. Et les premiers clients, comment ils sont arrivés? On a eu de la chance. Moi, j'étais de l'école comme je disais, des créateurs d'entreprises. Donc, on a démarché tout simplement tous les entrepreneurs qui sont sortis de cette école. Donc, grâce à ça, on a dû en signer une bonne vingtaine, trentaine, puisqu'ils nous ont fait Hmm. confiance. Et ça, c'est quand même, c'est les réseaux. Ce réseau-là a été important au début. Et le deuxième élément important, c'est qu'on avait aussi le meilleur ami de mon frère, en fait, est un des fondateurs de Coyote System. Je sais pas si tu vois, c'était ça existe toujours, les antiradars un peu, enfin pas Ouais, les ouais. antiradars, mais les aides à la conduite. Et il nous a réussi à faire rentrer dans le groupe Coyote, donc qui était une société qui embauchait déjà plus de 200 personnes, et dans Hmm. toutes les boutiques Coyote. Et ça a été un vrai tremplin. C'est important d'avoir un premier nom comme ça, finalement, pour aller voir d'autres clients, enfin d'autres prospects. Et c'est ça qui nous a mis le pied à l'étrier. Il y a eu un avant et un après, quoi. Ouais. Exactement, il y a eu un avant et un après, mais c'est vrai que à cette époque-là, notre offre n'avait rien à voir avec l'offre actuelle. C'est-à-dire que on vendait du grain, on louait des machines à café, et puis c'est tout. Il n'y avait pas encore tout l'aspect recyclage du mar. On n'était pas encore c'était pas encore notre propre café à nous. C'était pas nous Oui. qui sourcions, etc. C'était vraiment le début. Ok. Ouais. Les bases sont vraiment bien installées. C'est ça. Euh, et là-dessus, à partir de quel moment, du coup, vous vous dites, bon, ben, on a peut-être assez de volume pour aller chercher en direct notre production? Donc ça a commencé, donc on a commencé à signer quelques clients et au bout du 50e client, on commençait à avoir un certain volume intéressant et on a commencé à échanger donc avec notre ancien partenaire qui était Café Factory on a commencé à discuter comment faire pour qu'on ait notre propre marque de café. Nous, l'objectif, c'est quand même d'être indépendant sur ce niveau-là, on veut Mm. être sourceur et c'est là où on s'est rendu compte que lui-même n'était pas finalement importateur et Ah ouais. on a décidé en fait d'aller avoir un peu ailleurs entre guillemets et c'est là où on a rencontré Terre de Café qui est une autre Oui. marque connue qui lui était beaucoup plus dans le sourcing déjà de base Mm. et on a commencé à travailler avec Terre de Café et c'est là où on a commencé à avoir les notions de sourcing, de se rapprocher des importateurs, etc. Et encore, hein, c'était pas encore comme aujourd'hui où on est vraiment en fait finalement, la plupart des groupes du café travaillent finalement avec des importateurs. Il y a des sociétés Et qui sont oui. importatrices, du type Belco, Jobin, etc. Et 80% des torréfacteurs se fournissent auprès de ces importateurs. Donc, c'est pas encore du direct trade, mais c'est le premier pas à l'étrier, quoi. Là, aujourd'hui, vous êtes direct trade, c'est ça? Aujourd'hui, on est direct trade. Ouais, Aujourd'hui, entre la coopérative et le producteur, il n'y a aucun intermédiaire à part c'est ça. la compagnie de fret pour nous ramener le café. Mais Oui. sinon, il n'y a aucun intermédiaire entre le producteur et la tasse de café qu'on fournit, que ce soit un particulier, que ce soit dans une épicerie, que ce soit dans un restaurant ou dans une entreprise. Et du coup, le café, il vient de quel pays? Alors aujourd'hui, nous, on source donc auprès de 13 coopératives qui sont situées donc Pérou, Colombie, Nicaragua, Guatemala, Éthiopie, bon, il y a Honduras aussi que j'ai oublié en Amérique latine, Honduras, Éthiopie, Congo, Sumatra, Inde. Il y a des pays où on a plusieurs coopératives, hein. Par exemple, Ok. en Colombie, on en a deux qui est Fondo Paez et Cosurca. Au Pérou, on en a deux également qui est Sanfro Café et Soli Café. Enfin, voilà, on travaille avec 13 coopératives et une dizaine de pays, en gros. Ok. Et vous y allez tous les ans dans chacun ou pas? Alors l'objectif ce serait d'y aller tous les ans dans chaque, c'est pas évident, Ouais. mais aujourd'hui on essaye de faire deux à trois coopératives par an.
Bon, c'était très compliqué avec le Covid, je te cache pas, depuis Oui, oui. mon dernier voyage, il date de septembre 2019. Ouais. Mais là, on repart en juin, donc était en Colombie. Et là, on repart en juin, on part au Pérou. Et ça représente aujourd'hui combien de volume, de tonnes De café? Ouais. Alors nous, au total, aujourd'hui, je parle groupe, hein, je parle Oui, donc oui. MyEspresso et Esperanza Café. Aujourd'hui, on s'approche des 150 tonnes, 160 tonnes par an. Ok. Donc ça commence à Et, faire. ouais, et c'est, il y a une saison où tout Très bonne arrive question. Très bonne ou pas? question. C'est vrai que aujourd'hui, on a du mal. Nous, on a regardé chez un peu tout le monde. On parle pas beaucoup de saisonnalité, mais si, en effet, dans le café, il y a une forte saisonnalité qui est super importante. Nous, les cafés changent tous les 6 mois. Eh Tous ouais. les 6 mois, parce que ça dépend, tout simplement, c'est l'environnement, c'est comme ça. Les cafés ne poussent pas partout à la même saison. Donc, en effet, oui, on a 2 saisons et les cafés changent tous les 6 mois. Ok, ok. Ouais, vraiment incroyable. Et donc j'imagine avec la raison d'être au début de ton projet, que de plus en plus, maintenant qu'il y a en plus une équipe, une structure bien, bien derrière toi, vous avez la possibilité de mettre en place des actions, des choses importantes au niveau des récoltants, des producteurs de café. Comment ça se passe Exact. aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous, déjà, il y a une chose importante, on travaille uniquement avec des coopératives de petits producteurs. Hmm. On travaille pas avec des mastodontes ou quoi que ce soit, on travaille uniquement avec des coopératives. On s'approvisionne uniquement en café issu de l'agriculture biologique et avec une réelle démarche éthique. C'est-à-dire qu'en moyenne, par rapport au cours de l'Arabica, nous, on achète nos cafés entre 100 et 150% plus cher que le cours de l'Arabica. Bon, après, ça dépend des années, hein. Cette année, c'est une année assez particulière sur le marché des matières premières, hein, pas que le café, Oui. je pense le blé, etc. Mais voilà, il y a une réelle démarche éthique. Et il y a une autre chose aussi, on n'est pas uniquement des acheteurs. Quand on se déplace dans le pays, on n'est pas l'acheteur européen qui vient et qui achète ses sacs de café et qui part. Il y a un vrai accompagnement. L'objectif, c'est aussi de comprendre leurs problématiques. L'objectif aussi, c'est qu'ils comprennent nos problématiques. On finance aussi là-bas, sur chaque kilo de café, il y a un certain nombre de centimes on est aux alentours de 5 centimes qui est reversé dans le but de développer des projets sur place. Tout simplement parce que c'est du win-win, entre guillemets. Si on développe des projets sur place, ils peuvent produire mieux, plus rapidement, enfin, et avec une meilleure qualité, par exemple. Donc voilà. Donc il y a un vrai accompagnement. Une vraie démarche de partenariat. Si eux sont contents de vous, eh ben, ils feront mieux et ils vous avertiront des problèmes, ils vous C'est ça. réserveront la meilleure partie de récolte. Est-ce que chacun, euh, est-ce que sur certains, ah oui, en fait, comme il y a une coopérative, vous prenez pas 100% de la récolte des coopératives. Non, en fait, non. En fait, pour rien de cacher, d'un importateur qui est une association qui est devenue une SKIC maintenant, qui s'appelle Roasters United. Donc, on est membre, et Esperanza Café, l'ancien fondateur, est même membre fondateur de cette coopérative, D'accord. enfin de cette association. Et c'est avec eux qu'on importe les cafés. Ok. Pourquoi on importe avec eux les cafés? Parce que la problématique, elle est au niveau du coût du transport. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un maximum de volume pour diminuer les coûts de transport. Donc c'est pour ça qu'on a cette association qui importe avec nous les cafés. Donc non, on n'est pas les seuls acheteurs sur les coopératives avec qui on travaille. Mais parfois, ça peut arriver qu'on soit quasiment les seuls, qu'on soit que deux, parce que les volumes sont faibles. On travaille. Il y a des coopératives, par exemple, il y a seulement une cinquantaine de familles, voire moins. Il y a d'autres coopératives où il y a 3000 membres, par exemple. Donc ça dépend des coopératives. Il y a des Ok. coopératives plus ou moins grandes. Ça dépend des pays. Et justement, comment se passe le transport, le fret? Alors aujourd'hui, on transporte tout simplement par des conteneurs de café, des Mhm. conteneurs de café. Mais l'idéal pour nous, la vision qu'on aurait, le grand rêve qui serait, ce serait d'importer, par exemple, en voilier. Il y en a qui le font déjà. Ce serait de limiter notre impact carbone sur le transport. Donc on est en train d'y réfléchir, mais c'est surtout sur une question de volume. C'est pour ça que Roasters United est très important. Pour l'objectif, c'est qu'on puisse remplir un maximum de conteneurs pour pouvoir investir, pourquoi pas un jour dans un cargo voilier, pourquoi pas importer nos cafés de cette manière. Ah oui, donc directement, vous être propriétaire, copropriétaire en tout cas d'un voilier cargo, parce qu'il y Ce a, il y serait a mon rêve. déjà des acteurs. Il y a déjà Oui, des acteurs en France. qu'ils le font. Exactement, il y a déjà des acteurs qui l'importent comme ça. Belco le fait déjà, par exemple, sur certains de leurs cafés, je pense. Je connais pas encore bien Ah, le sujet.
Je parlais même pas des importateurs Ah, de café, mais des navigateurs, des sociétés de transport directement envoient les cargos. Ça existe en France, je crois, non? ça existe complètement, ça Ouais, existe. Donc l'objectif, ce serait de se rapprocher de, pourquoi pas, de ces gens-là, etc. C'est un sujet de réflexion. C'est ouais, vrai c'est qu'on bien. sort, en fait, on sort d'une crise du Covid, donc c'est vrai que nos volumes ont bien baissé pendant les 2 années. Faut pas oublier une chose, c'est que MySpresso, avant le Covid, 99,5% de notre chiffre d'affaires, c'était dans les entreprises. Eh oui, Du jour au lendemain, on nous annonce ah bah fermeture des fermeture, sièges. on arrête de consommer du café. Nous, on a perdu 70% de nos volumes pendant ces 2 dernières années. Donc là, on se remet un peu, on commence à retoucher nos anciens volumes. Et donc, on est en train de remettre ça en réflexion, comment apporter de manière plus green nos cafés. Donc Ouais. c'est un vrai sujet important aujourd'hui. Bon, il y en a plein des sujets importants, mais ça fait partie d'un des sujets. Bah, Et l'objectif en fait final, c'est, pardon, excuse-moi, vas-y, dis-moi, vas-y, dis-moi. vas-y. Non, je disais l'objectif final vraiment du groupe, c'est d'essayer de faire le café, entre guillemets, comment dire, le plus Le irréprochable plus vert. possible en termes Hmm, d'impact carbone. hmm, hmm. J'imagine. Et c'est bien parti, puisqu'il y a, en plus, il y a les solutions qui sont devant vous, quoi. Exactement. Et, et justement, est-ce que le rapprochement avec Esperanza, c'est aussi pour diversifier ses cibles, B2B, B2C, particulier pro, pour être un peu plus robuste et un peu plus sûr de- d'écouler tous les volumes? Alors, t'as tout compris. Donc nous, de base, le rapprochement avec Esperanza Café. Donc, comme je t'expliquais dans l'histoire, une fois qu'on a travaillé avec Terre de Café, ça s'est super bien passé, etc. Sauf qu'on voulait devenir notre propre torréfacteur. C'est-à-dire Hmm. qu'à l'époque, c'était Terre de Café qui torréfiait pour nous les cafés, et on voulait devenir notre propre torréfacteur. Et on a rencontré une entreprise qui s'appelait Esperanza Café en 2017, qui eux avaient la même problématique que nous, c'est qu'ils avaient un tout petit torréfacteur et ils voulaient investir dans un plus grand torréfacteur, sauf que bah, c'est un budget. Donc ils cherchaient une société avec qui bah, s'associer et pouvoir bah, faire des économies d'échelle et pouvoir envoyer plus de volume. Et c'est comme ça qu'on s'est rapproché d'eux en 2017. Donc donc c'est une aventure qui s'est super bien passée. On a commencé à trouver comment on appelle ça, des synchronisations en fait entre nos deux équipes, des compétences Hmm. complémentaires. Donc on s'est dit, franchement, il y a vraiment quelque chose à faire. C'est avec eux qu'on a commencé à se déplacer dans les pays producteurs réellement, sourcer nous-mêmes le café, etc. Et il est arrivé la crise de 2019 et c'est là où on s'est dit bon, nous, il n'y a pas le choix, c'est simple, c'est soit on se lance sur les marchés parce que Speranza Café, leur marché c'était le CHR et les épiceries fines et le particulier. D'accord. Et nous on s'est dit CHR, c'est restauration, hôtel, restaurant. hôtellerie. Ouais, Hmm. exactement. Donc sur ce marché-là, ils étaient très touchés, mais par contre l'épicerie fine, ça commençait à Ah partir. bah oui. Enfin, la croissance était folle et surtout que c'est un des premiers et il me semble bien le premier à mettre en place le vrac. Et ça, moi, Ah j'y ouais. crois à fond sur pour nous, le business model principal maintenant, en tout cas pour tout ce qui est épicerie fine et voire GMS, c'est vraiment le vrac. Ça, c'est un des sujets où enfin, le but, si on veut faire zéro déchet, c'est en passant par le vrac. Et on s'est dit, bon, soit donc, pour revenir au sujet d'Esperanza Café, c'était en 2020 quand le Covid est arrivé, c'est soit on devient concurrent, parce qu'on n'a pas le choix, enfin, sinon, nous, on va faire faillite, entre guillemets, parce que, bah, Ouais. on vend plus de café, ou on trouve une solution pour être ensemble et Encore d'essayer de plus construire être exactement. combiné. Ouais. Et finalement, on a trouvé un accord très rapidement parce qu'on a tout de suite compris qu'à plusieurs, on serait beaucoup, beaucoup plus fort et que finalement, le marché du grain aujourd'hui, par rapport à d'autres marchés, il est tellement petit qu'il faut s'allier, quoi. Il faut Ouais. s'allier. Il n'y a pas vraiment. Souvent, on me demande qui sont tes concurrents, etc. Franchement, je dis aujourd'hui, dans le grain, on n'a pas de concurrents. Aujourd'hui, les vrais concurrents, encore, c'est la capsule. En tout cas, surtout en entreprise, c'est encore 80% du marché, c'est de Ouais, la capsule. Donc, on a encore tellement de boulot à faire que, voilà. C'est, c'est- et puis voilà, c'est comme ça qu'on a trouvé cette association avec Esperanza qui a rejoint donc l'aventure. Donc c'est une fusion-acquisition en gros, ce qui s'est Ok. passé. Et donc maintenant, on est sous le même toit, on est la même entreprise et puis on est multi-marché. Donc c'est entreprise, hôtel, restaurant, épicerie fine et les particuliers. MySpresso reste toujours uniquement les entreprises, c'est voilà. Par contre, et Esperanza, c'est tout ce qui est épicerie fine, hôtel, restaurant et particulier. Ok. Super. Très clair et, euh, et, et il y a une, ouais, il y a une robustesse derrière que l'on comprend bien. Ah, clairement. Euh, est-ce que
Je sais pas, est-ce que tu as un souvenir d'une rencontre, d'un premier... non, tu nous as partagé là déjà le premier contrat, mais la première installation, le truc peut-être à la défense dont je parlais en introduction. S'il y a quelque chose qui m'a quand même marqué, en fait, c'est la gentillesse d'une des personnes quand même qui nous a fait confiance et ça aussi, ça nous a fait vraiment du bien. À l'époque, c'était Cédric Tournet qui était le directeur de Dailymotion. Et Ah oui. j'ai juste envoyé un mail sur LinkedIn, c'était en 2014 ou 2015, enfin je me souviens plus au début, juste envoyé un mail et il a été super réceptif. Il nous a accueillis directement dans les bureaux de Dailymotion. Comme je te dis, on connaissait pas du tout, aucun réseau n'était sur Dailymotion, aucun contact. Et il nous a ouvert les portes, on a signé Dailymotion. Et mine de rien, bon, aujourd'hui, je sais pas trop l'influence qu'ils ont Dailymotion, un peu moins, je pense, mais en 2013-2014, c'était quand même ça avait un beau nom, Dailymotion. Et quand on les a signés, moi, ça m'avait vraiment marqué. Et c'est surtout la gentillesse, enfin, de cette personne et du groupe, en final, qui nous ont accueillis alors qu'on était tout petits, pas connus. On n'était pas très pro non plus, ça se sentait qu'on était, en 2014, 2015, j'avais 21, 22 ans. Ça se sentait qu'on commençait, mais ils nous ont quand même fait confiance et puis voilà. Donc ça m'a marqué. C'est que mine de rien, il y a des gens quand même qui sont là, voilà, pour aider. Enfin, c'est pas vraiment pour aider, mais je sais pas, il n'était pas obligé de nous choisir nous, quoi, entre guillemets. Enfin, il quand même Oui, mais le cap. j'imagine que il y a eu un feeling avec les valeurs, le projet. C'est souvent comme ça qu'on se rapproche et qu'on achète et qu'on devient client. Exactement. Mais moi, c'est là où je me suis dit. Notre monde, il est pas foutu entre guillemets. C'est-à-dire que il y a quand même, c'était la première fois qu'on nous tenait la main, qu'on nous tendait la main à ce point, et que je trouvais ça top. Et finalement, il l'a pas regretté, parce que et Dailymotion n'a pas regretté, ça s'est super bien passé. Donc voilà. Ouais, c'est sûr. Donc ça m'a marqué, et puis je le remercie parce que ça fait partie un peu c'est ce qui nous a permis de nous lancer. Super. On arrive à peu près à la moitié là de l'épisode. Si on fait un rapide flashback en enfance, tu nous as un petit peu partagé déjà, mais euh, est-ce que tu te représentais déjà ce métier d'entrepreneur quand tu étais enfant ou tu voulais faire autre chose? Une autre étiquette? Alors je te cache pas ce qui est surprenant, et même moi j'en suis parce que je m'en souviens pas. Mais la meilleure amie de ma mère m'a quand même déjà dit qu'à 6, 7 ans, j'ai dit un truc qui était assez intéressant, c'est que j'ai dit un jour mon frère travaillera avec moi et travaillera pour moi parce que bon, pour la petite Ah, c'est histoire, génial. mon frère a eu un parcours scolaire un peu comment dire, bon, il était pas très études quoi, donc c'était une époque où ça se passait pas très bien pour lui à la maison entre guillemets, dans le sens où les notes ça allait pas, enfin la scolarité il décrochait complètement. Et moi j'ai tout de suite dit, je m'en souviens ça, et enfin moi je m'en souviens pas, mais c'est la meilleure amie de ma mère qui m'a raconté. Tu as dit voilà, t'auras une entreprise et que ton frère va travailler avec toi et que vous allez faire un truc ensemble. Donc ça c'est un peu l'anecdote moi qui me fait sourire souvent. Ah Parce que bah, finalement, c'est ce qui se passe, c'est qu'on c'est travaille ensemble, main dans la main. Enfin voilà, c'est une vraie histoire de famille. Donc, c'est c'est- toi qui as eu un petit le déclic et il est un peu plus âgé que toi, c'est ça? exactement, on a 7 ans d'écart. Ouais. Et tu lui as dit en gros, c'est bon, allez, à 18 ans, donc lui était hors études évidemment. Vas-y, rejoins-moi parce que là, il y a un truc à faire. En gros, c'est exactement ça, c'est que on avait envie. Après, il commençait aussi, comme je t'ai dit, grâce à son meilleur ami qui était un des fondateurs de Coyote, il commençait à se dire aussi, moi j'avais donc 18 ans, il en avait 30, 20, 24, et il commençait à avoir ça, il se disait, et on commençait à échanger là-dessus, et c'est vrai que j'ai eu le déclic de l'idée, et puis il travaillait chez Audi à l'époque, il a dit, ok, on se lance, et c'est là où on a un peu de folie, c'est que mon frère du jour au lendemain, il est allé voir son boss, il lui a dit, bon, en gros, ça va être cru, hein, mais c'était comme ça. Il a dit bon, je me barre, quoi. Enfin voilà, j'ai un autre projet. L'automobile, c'est bien, mais je suis pas passionné. Je suis pas très bon en plus. Une voiture sur deux, je les casse. Donc et puis on a foncé, quoi. Et au début, c'était chaud, hein, parce que on a lancé en 2012. Les premiers salaires sont tombés en 2016. Bah oui. Donc 4 ans, c'est un vrai risque au début, quoi. Mm. Voilà. Beaucoup d'aventures entrepreneuriales sont comme ça, hein, c'est sûr. C'est clair qu'il faut être patient, avoir de la résilience. Ça, c'est un des conseils les plus importants que je donne. L'avantage, c'est que nous, on est très patient et puis c'est facile, c'est plus facile aussi de se lancer quand on est jeune. Moi, c'est vrai que à cet âge-là, j'ai eu la chance de vivre encore chez mes parents, pas d'enfants, Oui, pas marié non plus ou quoi, donc pas de frais entre guillemets. Donc, on est un peu plus, je trouve en tout cas que c'est plus facile de se lancer quand on est jeune, oui, surtout quand on oui. a la,
Pardon, oui. Oui, il y a ce côté aussi matériel et confort, c'est bon. Bah, c'est vrai que moi je suis super admiratif. Là, je travaille avec certaines entreprises qui viennent de se lancer, que les personnes se lancent à 40 ans, ils ont deux trois enfants et tout. Je me dis mais ah oui, c'est courageux quand même. C'est très courageux parce que c'est quand même un risque. On n'est pas sûr que ça marche. Enfin, Mais ils on peuvent vit pas quand même. attendre 4 ans. Voilà, exactement. Ils peuvent pas. Ah C'est là, ça. C'est ça. ils auraient pas pu faire le même type d'aventure. Il faut qu'ils arrivent. Il faut que ce soit un peu plus verrouillé, un peu plus. Le business model, c'est sûr qu'il est beaucoup plus rapide, quoi. Mm. Exact. Exact. Et tes parents, tes grands-parents, ils faisaient quoi? Alors, mes grands-parents, alors du côté de mon père, c'était mon grand-père était dans l'armée. Il était caporal ou général parachutiste, donc rien à voir. Et mes grands-parents du côté de ma mère, on avait en fait, ils étaient dans les terres entre guillemets. Mon grand-père était taxi et ma grand-mère s'occupait un peu des terres, etc. Voilà, était plus un peu pas paysan parce que c'est pas vraiment le terme, mais voilà, ils plantaient des carottes. Les miens Donc aussi. voilà, c'est ça. Et Et tes puis, parents? mes parents, donc mon père était prof d'histoire de base en Pologne. Et ma mère avait fait des études, une école de commerce classique, entre guillemets, tournait un peu banque, finance. Et par contre, quand ils sont arrivés, bah, mon père était dans le bâtiment et ma mère a commencé en tant que femme de ménage. Mais la chance a fait que bah, petit à petit ils se sont accrochés et puis ils ont pu trouver des. Bon, mon père a complètement changé de milieu. Il était plus prof, était plus du tout prof d'histoire géo comme en Pologne. Il est devenu responsable de stock, d'achat, etc. Et ma mère dans la banque. Ok. Donc voilà. Donc pas du milieu entrepreneurial, mais ils nous ont quand même soutenus. Ça c'est la chance vu que eux finalement ce qu'ils ont fait dans leur vie c'est un peu de comment c'est pas de l'entrepreneuriat mais de changer de pays, d'aller vivre dans un autre pays, etc. Pour moi c'est Ah, c'est une quasiment sacrée aventure, hein. si on parle d'aventure humaine c'est limite encore plus fou que lancer une entreprise entre guillemets. Donc je pense que on s'est les valeurs étaient proches là-dessus entre guillemets. Enfin l'expérience est assez similaire. Faut oser Oui, quand même. et puis l'aversion au risque, bon, c'est bon. Ex- voilà, Ils avaient confiance en ce qu'ils pouvaient faire exact, et dans la capacité à rebondir, quoi. exact. Bah, super. Euh, et euh, que faisais-tu de ton temps libre, justement? Est-ce que tu t'en rappelles? Avant de lancer En, MySpresso? enfant, ouais, Ouais. enfant, jeune. Ah, alors j'étais un vadrouilleur. J'étais un vrai vadrouilleur, Ah, c'est-à-dire j'ai eu enfin je sais pas si c'est la chance ou je n'étais pas derrière les ordinateurs, etc. Moi je sortais avec mes amis et on faisait tout un peu et n'importe quoi dehors. J'ai eu de la chance que mes parents me faisaient confiance et puis oui de mes 15 ans à enfin même avant, hein, j'ai eu de la chance de pouvoir sortir un peu tôt. Oui, j'étais un peu, on traînait un peu partout, on rencontrait des gens. Enfin voilà, on s'amusait dehors. génial. Mais Bah, au beaucoup, moins, hein, beaucoup. ça apprend beaucoup de choses sur les relations humaines et tout ça. Exactement. Moi, j'ai toujours aimé, voilà, je déteste être seul, par exemple. Typiquement, j'ai toujours besoin de voir du monde, etc. Donc, ça fait partie, je pense, depuis longtemps. Et c'est pour ça que je me voyais pas être derrière un ordinateur ou quoi, alors que j'avais pas mal d'amis qui le faisaient à cette époque-là. Mais non, moi, j'avais besoin. C'est encore mes amis d'enfance. Hein, j'ai deux, trois amis d'enfance on se connaît depuis le CP et que j'ai toujours aujourd'hui. Et c'est avec eux qu'on a fait un peu, comme on appelle ça, les 400 coups ensemble et qu'on a appris, quoi. Une expérience humaine aussi. Génial. Si du coup maintenant on reprend un peu le cours et qu'on va un peu plus sur la vision et le futur de My Espresso, de quelle façon un échec au début de l'aventure a finalement préparé cette réussite, ce parcours? Alors des échecs, il y en a eu tellement que j'en fais tous les jours. C'est comme ça d'ailleurs qu'on réussit entre guillemets. C'est grâce aux échecs qu'on arrive à C'est changer. Mais le peut-être une premier, le des belles leçons. c'est qu'on s'est loupé, qu'on a changé de business model complètement. Finalement, c'est vrai que je l'ai pas dit au début, mais nous, quand on s'est lancé, c'était pour les particuliers de base. C'était vraiment de faire un site internet où on devait vendre. L'objectif, c'était de vendre uniquement par abonnement un produit pour les particuliers, donc qui était le café. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était une grosse erreur parce que attaquer internet sans un rond,
Aujourd'hui, c'est compliqué. On fait pas d'AdWords, on n'avait pas de notion de SEO, pas de communication ni quoi que ce soit. Donc, comment faire son trou, c'est quasiment impossible. Donc, c'est là où on a perdu pas mal de temps. C'est-à-dire que pendant 2 ans, avant de comprendre et avec les retours, comme je te disais, donc de tout des gens autour de nous et de nos premiers clients, parce qu'on a quand même réussi à en avoir des clients particuliers. On s'est rendu, c'est avant de comprendre que finalement, là où il y a beaucoup de choses à faire, c'est en entreprise. Avec le pivot. Bah c'est un peu ça la première grosse erreur qu'on ait faite. Après c'est pas une erreur, mais c'est plutôt on a perdu pas mal de temps. On a perdu quand même 2 ans. Ah, vous avez tâtonné Exact. le temps de choisir, de décider de pivoter. Et c'est sûr que Exactement. le B2B demande moins de ressources financières, C'est ça. mais c'était pas facile non plus de se dire à 18 ans, allez, je vais voir le PDG d'Accenture C'est pour, oh, pour lui vendre des cafés, quoi. c'est c'est- c'est vrai, mais c'est quand même, mine de rien, le marché de l'entreprise. Finalement, on peut prendre son téléphone, appeler et essayer de C'est rentrer de ça. cette manière-là. Alors qu'un particulier, bon, on va pas appeler tous les particuliers en disant allez sur notre site. Enfin, et je m'y connais toujours pas en fait. J'aimerais bien un jour, typiquement, moi, ça fait partie d'une de mes faiblesses. Le marché du particulier, je le connais pas bien. Avec MyEspresso, on n'a jamais vraiment réussi. Alors, c'est con dans le sens où on touche aujourd'hui plus de 25 000 salariés. Potentiellement, on pourrait faire quelque chose. Mais bon, je sais pas si tu as regardé un peu en com, on est super nul. MyEspresso est super nul en com. On est à la ramasse complet. On fonctionne au bouche à oreille. On fonctionne avec la qualité de notre service et puis la transparence. On est nous, on cache pas grand chose, même sur les coûts d'achat de café. On cache quasiment rien. Les gens sont au courant de tout et c'est comme ça qu'on fait notre trou. Ouais, j'imagine bien, mais en même temps, on peut pas être bon partout et se concentrer sur tous les domaines. Hein. C'est un peu oui, c'est complètement raison. Mais c'est un peu, j'aimerais bien pouvoir, en fait, on pourrait grossir encore plus rapidement si on faisait bien les choses. Mais c'est un marché qu'on connaît pas et en interne dans les équipes, puisque finalement, on est une vingtaine, mais c'est vrai que c'est un marché qu'on connaît pas bien. Mais c'est l'avantage, ce qui me motive, moi, c'est que il y a un énorme potentiel encore. Ça veut dire C'est qu'il y ça. a encore tout Il ce reste marché-là. un C'est ça. réservoir C'est ça. Et bon, je fais Mais, partie aussi du principe. Pardon. Oui, dis-moi. et vous allez pouvoir vous appuyer sur quand même ce qui est déjà en place. Clairement, clairement. C'est ce qu'on se dit. Souvent, je me dis, on a un énorme potentiel encore. Donc, mais j'ai un peu ce principe-là. J'ai pas envie de grossir trop vite et exploser en plein vol. Je l'ai vu souvent. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui ont grossi très vite, qui ont dû lever des fonds parce que quand on grossit vite, soit on baisse en qualité de service, soit en qualité de produit. Donc, pour pallier à ça, on lève des fonds, mais on perd un peu, peut-être parfois, pas tout le temps, hein, mais parfois, comment dire, la gestion de son entreprise. Il y a d'autres personnes qui rentrent, donc on n'est plus le seul décisionnaire, etc. Et ça casse un peu les valeurs, j'ai l'impression, internes d'une boîte. Je l'ai vu avec 2, 3 amis comme ça et j'ai vu que ça a cassé un peu tu vois, les valeurs que, Ah, voilà. l'hypercroissance, le manifeste et les valeurs et les recrutements, ça peut tout C'est voler en ça. éclats. C'est ça. Et moi, j'ai quand même un élément important chez nous, c'est que moi, j'aime bien travailler dans la bonne humeur. C'est-à-dire, moi, j'aime bien, enfin Ouais. voilà, c'est pas que Ça argent, reste un argent, plaisir. voilà. C'est ça. C'est mine de rien, il y a un truc que j'ai compris très très vite et c'est mes parents qui me l'ont fait, enfin que je l'ai vu ça comme ça. On passe quand même beaucoup plus de temps au bureau finalement qu'avec notre famille, qu'avec nos enfants, quoi que ce soit. Donc, si on doit faire entre guillemets, excuse-moi du terme, la gueule toute la journée, super la vie, quoi. Donc Parce qu'en voilà, c'est un plus, peu. le soir, on va ramener la gueule à la maison, C'est donc c'est ça, exactement. Donc voilà. on est évidemment aligné. Et justement, quelle croyance as-tu fait exploser ces dernières années? Quand tu dis croyance, Une c'est-à-dire croyance, quelque chose que tu pensais peut-être que ça marchait comme ça, je sais pas, dans le management, dans le recrutement, dans la vente, dans tout ça, ou toi, sur ton développement personnel, tu pensais fonctionner comme ça et pouf, t'as complètement shifté. c'est une très bonne question que j'ai pas vraiment ah putain, quelle croyance j'ai changé. Franchement, sur le management quand même. Souvent, en fait, j'ai eu quelques mentors qui un peu m'ont essayé de m'imposer un style de management, Ouais. c'est-à-dire comment explique ça en termes un peu du flicage, un peu de voilà d'être sur le dos de ses salariés, de tout contrôler, etc.
Et moi, ça, j'y arrive pas, par exemple. C'est ce qu'au début, je pensais qu'il faut aller faire pour grossir, et finalement, pas du tout. Moi, je suis plutôt complètement l'inverse de ça. Je fais confiance. Aujourd'hui, si on en est là, c'est pas du tout grâce à moi-même ou à mon frère, entre guillemets. C'est vraiment grâce à toute l'équipe. Donc, finalement, c'est la confiance qu'on donne finalement à tous les gens qui nous accompagnent. C'est ça que j'ai changé vraiment, parce qu'au début, c'était très compliqué, par exemple, de déléguer. J'arrivais pas à déléguer. J'avais l'impression que dès que quelqu'un d'autre faisait quelque chose, c'était moins bien fait. Et finalement, pas du tout. Au contraire, il y a des choses qui sont 10 fois mieux faites par d'autres personnes que moi. Même, par exemple, typiquement, parfois, je suis pas le plus précis sur l'achat du café, enfin, etc. Parce que j'ai un spécialiste avec nous qui est Florent Gou, qui parlerait de ça, mais 10 000 fois mieux que moi. Et si d'ailleurs un jour il y a une interview à faire sur exactement ce qu'est un café éthique, sur la rémunération, sur les projets qu'on fait dans les pays, sur l'agriculture biologique, j'envoie Florent plutôt que moi fois 1000 entre guillemets. Donc voilà, c'est là-dessus, c'est sur la confiance et arrêter de on est tous dans le même bateau, entre guillemets, qu'on ait des actions d'une entreprise ou pas, on est tous dans le même bateau, donc on peut faire confiance à tout le monde et pas besoin de manager de manière stricte, voilà. C'est vraiment ça, c'est un truc qu'au début, je pensais qu'il fonctionnait quand je voyais un peu les grosses structures, comment elles fonctionnaient, et j'ai eu la chance de pouvoir... en 2014-2013, j'ai fait quelques journées complètes dans des entreprises à suivre des entrepreneurs, voir comment ça fonctionnait. Et je voyais quand même que c'était très carré, très suivi, des réunions, ceci. Je dis pas que c'est pas important, hein, mais c'était fait d'une manière très stricte. Et moi, je fais ça différemment. Je dis pas que c'est mieux, mais ça me convient mieux à moi, entre guillemets. Bien c'est sûr. plus ça en réalité. C'est, voilà. Il faut surtout être aligné, mais c'est toi qui as fait cette démarche-là de suivre les entrepreneurs? Comment ça s'est Oui, passé? en fait, en fait, on a, enfin, vu que oui, j'avais aucune expérience, j'avais de la chance de connaître deux, trois entrepreneurs, et puis moi, je leur ai demandé, j'ai demandé est-ce que c'est possible de vous suivre pendant une journée, voir Tu comment t'es fait vous gérez vos équipes. ton mini stage, quoi. C'est ça, exactement, pour apprendre. Bah, c'est le plus, enfin, Et ils on sont apprend devenus tous les clients. jours. Et ils sont devenus bien sûr clients, et c'est exactement ça. Génial. Est-ce que tu peux les citer, par exemple? Typiquement, Coyote, j'ai eu la chance de Coyote, pouvoir ouais. faire un jour complet de stage là-bas. NetApp, qui est une grosse boîte qui est à la Défense, j'ai pu voir le CEO. Alors là, c'était pas une journée, mais j'ai passé 1 heure avec lui. Enfin, je le remercie encore. Il m'a donné des super conseils. J'ai eu la chance aussi de passer 2 heures. En plus, c'est ça. Enfin, là où j'étais surpris et c'est là où j'ai compris aussi d'être naturel. Ça, c'est Finalement, c'est super important parce que j'avais un rendez-vous seulement de 15 minutes avec l'ancien patron du groupe Richemont, Alain-Dominique Perrin. Et j'ai eu la chance, finalement, le rendez-vous, il a pas duré 15-20 minutes, mais il a duré 1 heure et demie, 2 heures, et il m'a donné énormément de conseils. Et c'était Masterclass hallucinant. individuelle et Ah là là, exceptionnelle. j'ai adoré, et je le remercie d'ailleurs encore aujourd'hui, parce que c'est des conseils finalement aujourd'hui que j'écoute tous les jours. Et j'y suis allé sans pression. En fait, j'y suis allé, je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Aujourd'hui, je suis personne en plus. Enfin, voilà, et je vais y aller naturellement. Et puis, ça s'est tellement bien passé que, voilà. Donc, je remercie tous ces gens-là parce que c'est quand même des conseils, ils m'ont vraiment donné des conseils importants. Génial. C'est important et de les remercier et d'avoir fait cette démarche. Je souligne encore plus parce que effectivement, on n'a pas besoin de se faire un bachelor ou un MBA à 50 000 pour avoir ce type de relation ou ce type de moment privilégié. Et si c'est amené naturellement, C'est ça. c'est puissant et c'est génial. Et les gens, mine de rien, ils aiment bien, peu importe qui est la personne en face de toi. Enfin, mine de rien, quand j'ai rencontré Alain-Dominique Perrin, enfin, derrière le groupe, enfin, il y a les montres IWC, enfin, il y a énormément de marques, enfin, entre guillemets, derrière ça. Et les gens, j'étaient surpris du temps qu'ils consacrent et des conseils qu'ils donnent pour quelqu'un qui, finalement, pour lui, enfin, je suis personne, quoi. Enfin, je suis pas la famille, pas le coup, enfin, personne, quoi. Ça veut dire, Tout le monde aime transmettre. c'est ça. C'est ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde aime transmettre. Et d'ailleurs, un des conseils qu'on m'avait donné, bon, je sais plus dans les trois lesquels me l'avait dit ça, mais c'était finalement de aussi pas trop écouter les gens, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est bien de prendre des choses, mais aussi de faire sa propre tambouille et de faire à sa façon, parce que finalement, c'est ça le plus important, c'est de se lever le matin et de faire quelque chose qu'on aime d'une façon qu'on aime, entre guillemets. Donc souvent aussi c'est prendre des conseils, mais la moitié les écoute pas, quoi, entre guillemets. Et typiquement il y a un conseil comme ça qu'on n'a pas suivi, et aujourd'hui tout le monde nous dit vous avez trop bien fait de pas le suivre.
C'est rapide, hein. En gros, Vas-y, nous, vas-y. le business model en entreprise, c'est on achète les machines à café et on les met aux locations. Sauf que plus on grossit, plus nous on est obligé d'acheter des machines cash entre guillemets et les mettre en Ouais. location et le temps en fait de remboursement de l'achat, il met du temps. Et souvent on nous a dit mais vous êtes complètement fous, passez par des organismes type Grenke comme ça, vous avez directement la machine, le prix de la machine vendue et puis le client final il paye la location donc au groupe financier, enfin à Grenke. Et finalement nous aujourd'hui, ce qui nous a sauvé du Covid, c'est qu'on est propriétaire de 800 voire 9, enfin maintenant 900 machines, 950 machines à café et que les loyers en fait Ah oui. c'est à nous qu'ils appartiennent. Et quand on n'a pas vendu de café, l'avantage, c'est que c'est ce qui nous a sauvés. On avait quand même les loyers des machines à café qui sont tombés. Alors que tout le monde à l'époque nous disait, mais il faut surtout pas que vous fassiez ce business model-là, parce que si vous cartonnez et vous grossissez, vous êtes dans la faillite sûre, vous êtes obligé de lever des fonds, etc. Et finalement, moi, je suis parti du principe plutôt, j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Je suis pas que là que pour la croissance, croissance, croissance. On va faire une croissance maîtrisée. Et tant pis, si on doit avoir une file d'attente de clients en disant malheureusement on peut pas vous installer avant, je trouve ça aussi classe entre guillemets. Oui. Mais bon, c'est pas Ouais. le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas, etc. Mais bon, voilà. Ouais, Voilà un ça le peu pour la. sera de nouveau en 2024. Peut-être. Non, mais maintenant on a les Ouais, reins un peu maintenant plus vous êtes solides. structuré. Voilà, maintenant on est Maintenant, structuré, on a les reins le plus solides et surtout qu'on lance un nouveau produit qui est les machines reconditionnées, parce que encore une fois dans la même ah optique bah de oui, pas faire de déchets. bien sûr. Mine de rien, à chaque fois d'acheter une nouvelle machine, ça pollue entre guillemets. Faut la produire, c'est des pièces. Alors que là, quand on reconditionne une machine, généralement on répare, on remplace les pièces usées. Ça représente 7% de la machine en moyenne, entre 7 et 9%, et on économise 91% de notre impact carbone, quoi, entre guillemets. Donc voilà. Super, super conseil et super mindset pour suivre et un petit peu faire le tri. C'est ça. En fait, tu reçois des conseils et tu les torréfies toi-même. Exactement. Il faut être en raccord en fait, avec ce que tu fais, entre guillemets. Donc, s'il y a un conseil, mais que tu sens que finalement, il va pas très bien avec toi, ce conseil-là, vaut mieux pas l'écouter finalement, entre guillemets. Mais par contre, il y a des conseils aussi qu'il faut garder, qu'il faut prendre et qui voilà. Et qui reviennent sur la table des fois Exactement. quand on Ah les a oui, pas un peu trop suivis. c'est ça, et une remise en question permanente. Moi, je suis tout le temps en train de me dire, est-ce que c'est bien, est-ce que ça, est-ce que non, est-ce que ceci. Je parle avec mes équipes en permanence. Enfin, je suis tout le temps, avant de prendre une décision importante, je consulte tout le monde. Et pas forcément les responsables aussi. Enfin, tout le monde a une forte importance. Et je trouve que c'est ce que pas mal de personnes parfois en tant que manager oublient aussi quand je vois moi l'expérience de mon père, comment il se faisait au début, surtout pas maltraité parce que c'est pas le terme, mais enfin c'était Dirigé, irrespectueux, cadré. voilà, dirigé, cadré, c'est un peu la folie. Enfin, on fait tous partie du même bateau, quoi, entre guillemets. Donc, que ce soit moi, par exemple, mes techniciens aujourd'hui qui sont sur la route toute la journée, qui réparent des machines à café, c'est eux finalement limite les gens les plus importants de l'entreprise, parce que c'est eux qui ont les premiers feedbacks et j'essaie de leur faire qu'ils le ressentent, entre guillemets. Bien sûr. Voilà. Justement, qu'est-ce que tu fais quand tu ressens, quand tu t'aperçois que tu t'éloignes de tes priorités, de ton focus? Ce que j'essaye de faire maintenant, c'est de prendre du recul et de, et de fermer mon ordinateur et de partir et de revenir le lendemain matin, entre guillemets, et de Ok. réfléchir et d'échanger avec des gens qui ne sont pas dans l'entreprise aussi. Hmm. Parce que le problème, c'est que nous, on est à fond dans le guidon et que c'est compliqué de prendre du recul. Euh, on est une petite équipe, on est en sous-effectif, donc tout le monde gère un peu des tâches différentes et que parfois, on n'arrive pas à prendre les bonnes décisions. Donc le plus important, c'est de sortir, d'aller voir du monde, de évoquer pourquoi pas ta problématique et parfois il y a une solution qui va te tomber dessus comme ça, de dire ah mais j'y ai pas pensé finalement. Puis, merci. Ouais. Donc c'est surtout ça, c'est de sortir et de pas faire de présentéisme, quoi. Ne pas être là pour être là. Si on n'arrive pas à avancer, parfois moi ça m'arrive sur 3 heures je suis sur la même tâche et j'avance pas, donc et finalement ça sert à rien. Autant sortir, aller au resto à côté, dans un bar à côté, discuter même avec des gens parfois qu'on connaît pas du tout. Tu vois, tu racontes un peu ton histoire et c'est marrant, quoi. En mode vadrouilleur. Exactement, exactement, c'est un peu ça, en mode vadrouilleur. Mais je le fais pas assez, hein. Typiquement, c'est ce que j'aimerais faire plus et j'ose pas et je devrais. Parce qu'à chaque fois que je le fais, ça se passe super bien en fait. Et je me dis, mais en fait, il faut le Ah faire ouais. tous les jours, limite. Ouais, Voilà. ouais. Et ouais, il y a des responsabilités des choses à faire. Surtout quand on est en sous-effectif. Vous recrutez qui ou comment là?
du coup? Alors, des techniciens, ça c'est à tour de bras, entre guillemets, toujours technicien. Et surtout là, les deux gros postes qu'on n'a pas, un c'est responsable communication, parce que comme je le dis, on est nul en com, donc ça c'est le gros poste à pourvoir chez nous en ce moment. Et aussi un directeur commercial pour tout ce qui est la partie épicerie fine et Ok. épicerie fine en gros, parce que on n'en a plus. Parce que l'autre personne qu'on avait avant est partie, enfin c'est tout simplement elle est partie un peu, pas à la retraite, mais bon 57 ans, elle a envie de faire sa propre aventure, donc super, on lui a dit Génial. allez let's go, va faire ton aventure, et puis voilà. Donc voilà, surtout un directeur commercial là-dessus, et puis un responsable, une ou un, surtout une, parce qu'on est un peu, il y a beaucoup de garçons chez nous, donc j'aimerais bien recruter Ah ouais. plus de femmes. Bah en fait, pourquoi il y a beaucoup de garçons, c'est que Ouais, ouais, le café, quoi. en fait, c'est ça, et surtout Ouais, technicien. On a, en technicien. fait, 50% de nos effectifs, c'est des techniciens. Et je te cache pas que nous, on aimerait bien recruter plus de femmes, mais sur 100 CV, c'est deux CV féminins et 98 CV masculins. Donc, c'est compliqué pour les techniciens. Ok. Aujourd'hui, de quoi as-tu peur? Je, je te cache pas qu'en termes professionnels, de plus grand chose, je te cache pas, j'aurais jamais cru. Enfin, j'avais l'ambition d'arriver au stade où on est actuellement, mais maintenant, en réalité, je suis tellement content de là où on est arrivé que c'est que du bonus. C'est que du bonus. C'est plus du privé où j'ai peur. Plus le temps passe, mes parents vieillissent. C'est plus des sujets comme ça qui m'inquiètent. Et si l'environnement, moi je m'intéresse à fond à la blue economy. Moi je suis persuadé qu'on peut faire du business en étant rentable, tout en préservant l'humain et l'environnement. Ça, moi c'est la base. Je trouve que je suis sûr et Conviction. j'ai une conviction, je suis bah, c'est ce qu'on fait aujourd'hui nous Bien sûr. enfin tu vois nous là demain l'objectif c'est on recycle le marc de café. Donc aujourd'hui on en fait de l'engrais, mais potentiellement plus tard moi j'ai envie d'avoir des bureaux autosuffisants où le marc de café on en fait de l'électricité parce que c'est faisable, que nos véhicules électriques fonctionnent avec ça, que nos bureaux fonctionnent avec cette énergie, etc. Et je comprends pas pourquoi on s'entête aujourd'hui en permanence à essayer de faire des business qui détruisent la planète et qu'on reste, enfin je comprends pas, je comprends parce que c'est l'argent, etc. Mais on peut faire autant d'argent, j'en suis sûr, avec des business beaucoup plus verts, beaucoup plus social. Et donc c'est ça qui m'embête, c'est ce qui m'inquiète un peu. Je comprends pas trop pourquoi on n'arrive pas à bouger trop les lignes. Même si on entend de plus en plus, hein, on voit l'impact, hein. Mais même là, on est dans les élections présidentielles, on va voter dimanche et je sais pas, je trouve qu'il y a pas, enfin, je sais pas, ces notions-là, elles sont un peu. Après, il y a d'autres problématiques. Je sais qu'il y a la guerre, je sais qu'il y a des choses, mais bon, voilà. C'est un peu ce sujet-là, moi, qui me frustre un peu, c'est que j'ai l'impression qu'on avance, mais pas assez vite, alors qu'on pourrait avancer beaucoup, beaucoup plus vite. Voilà. Et justement, peut-être que quand on voit crise après crise, le coût que ça a de ne pas s'y attaquer, de ne pas faire avec, de ne pas faire rimer écologique avec économique, il y a il y a un grand réservoir d'économie, Mais c'est de, d'alignement, de bon sens derrière tout ça. clairement, et même moi ce que je conseille, enfin parce que j'ai pas inventé la blue economy, moi j'ai suivi énormément Gunther Pauli, c'est ce que je regarde énormément, enfin je regarde ses vidéos, je lis ses livres, etc. Enfin il donne tellement d'idées en plus, Bien sûr. il y a tellement de choses à faire, enfin voilà. C'est pour ça que je Entièrement, risque un jour, entièrement peut-être si d'accord. j'ai le temps, je me lancerai dans d'autres business liés à la blue economy. Bon, pour l'instant, j'ai du mal. Je sais pas comment les gens ils font pour investir dans d'autres sociétés et passer du temps. J'y arrive pas. Moi, typiquement, c'est un truc que j'aimerais faire, mais j'y arrive pas. Je me dis à chaque fois, bah, il y a tellement de choses à faire dans le café. En plus des cafés, il y a les machines à café, il y a tous les déchets, donc comme le marc de café où on peut en faire des choses. Enfin voilà. J'allais te demander de quoi as-tu besoin, mais sûrement du temps. Exactement, du temps, franchement, non, j'ai de la chance d'être super bien entouré. Enfin, non, j'ai pas besoin de grand chose, mais de temps, ouais, c'est exactement ça, Et de puis temps tu nous pour. as partagé les besoins de recrutement, donc C'est ça. euh, on aura bien noté. Avant de clôturer, on va passer aux dernières questions. Très simple, tu peux répondre vraiment du tac au tac. Dans un an, si tu devais enseigner une matière utile euh, et qui te parle, laquelle ça serait? Bah, une matière qui n'existe pas encore, la blue economy. J'expliquerai Blue un peu c'est Economy, quoi. Et direct. en fait, de se baser sur le naturel, quoi. Enfin,
les animaux autour de nous font tellement de trucs qu'on pourrait reproduire. Ouais, la blue economy, j'apprendrai encore plus parce que je suis encore aux prémices. Je découvre un peu ça depuis 2-3 ans. Mais ouais, la blue economy, je trouve que c'est une matière et le civisme aussi. Enfin, un peu. Il y a beaucoup. Enfin, je trouve l'éducation, il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a beaucoup de nouvelles matières à apprendre. Enfin, voilà. Et beaucoup à retirer. Exactement, et pas mal à retirer. Avec qui aimerais-tu boire un café? On m'a Tu posé cette avais, question et si Jonathan tu Cohen. avais Rien à Oh, voir avec le business, mais parce qu'il me fait tellement rire, je pense que je pourrais passer une très très bonne soirée. Vraiment, on va hein, prendre café sur café sur café. ouais, je pense qu'on pourrait bien rigoler, j'adore son humour et tout. Et sinon, si je devais plus parler business, ouais, non mais comme ça sur Jonathan Cohen, parce que j'y ai répondu il y a pas longtemps à des amis qui m'ont posé la question. Génial. Je sais pas, j'adore son humour et je pense qu'on est dans le même état d'esprit, donc on pourrait bien rigoler. Et sinon, business, bah j'aimerais bien Günther Polit, typiquement, j'aurais adoré. Et je pense qu'un jour je vais lui écrire. J'attends un peu de grossir un peu parce que mais un jour j'aimerais bien lui écrire et pourquoi pas, peut-être ça pourrait l'intéresser. Pourquoi attendre? Bah oui, c'est vrai. Pourquoi attendre? C'est vrai. Très bonne réponse. Dès qu'on arrête l'enregistrement, je t'en reparle. Si tu devais écrire un livre, justement, il porterait sur quoi? Ah, si je devais écrire, ouais, sur l'aventure humaine. En réalité, sur l'expérience, sur en fait les échecs, sur c'est tout ce qui nous fait vivre en fait. Finalement, moi, ce qui me fait vivre, c'est pas forcément l'argent quoi, c'est raconter ce qu'on fait entre guillemets. Donc ouais, et comme s'appelle ton podcast, l'aventure humaine, je trouve que c'est un très très beau nom pour un livre. Pour un livre et un podcast et un média. Exactement, Génial. exactement. Tu as pas mal voyagé, mais est-ce qu'il y a un pays ou une culture que tu aimerais découvrir? Ouais, j'ai quasiment pas fait l'Afrique et le prochain voyage que je prévois c'est l'Éthiopie parce que c'est le berceau du café. Et j'aimerais bien découvrir plus l'Afrique, beaucoup plus Ok. l'Afrique. Ouais, parce que à Carrément part, un continent. bah alors moi non mais ah oui c'est vrai, mais moi j'ai un vrai projet que j'aimerais un jour faire, hein, enfin, rien à voir, mais c'est un tour. Non mais un jour ce que j'aimerais faire c'est faire un van que je construis moi-même en France, l'importer au Canada et descendre jusqu'en Argentine. Ça, c'est un projet voyage que j'ai. Et de me faire un voyage où je descends et que je discute avec tout le monde, avec tout le monde. Ça, c'est, voilà. La panaméricaine, truc. Je crois Pardon? que c'est ça. Oui, La c'est ça, ça existe. panaméricaine, C'est je ça, crois. exactement, exactement. Mais vraiment s'arrêter un peu partout. 28 000 kilomètres, je crois. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est un truc qui me plairait bien. Je sais pas si j'aurai le temps un jour, mais c'est un truc mais si j'aurai le temps. Enfin, si je Et veux si, vraiment, je le ferai. Voilà, c'est ça. oh, Surtout que tu feras pas énormément d'investissements dans d'autres entreprises, mais tu le feras. exactement. Et surtout qu'aujourd'hui, on peut faire des choses. Enfin, aujourd'hui, travailler de manière nomade, avec les technologies qu'on a, mais c'est facile entre guillemets. Enfin, aujourd'hui, demain entre guillemets, je pourrais le faire. C'est vrai que des fois, je me dis, mais je peux travailler à distance sans aucun problème. Même ce podcast, je pourrais être au fin fond de je sais pas où. Si j'ai une bonne Bien connexion, sûr. on pourrait le faire, quoi. Donc, Bien sûr, voilà. tu aurais pu, entre guillemets, inventer là où tu étais au tout début de podcast. C'est ça, exactement. As-tu une ressource, une envie de nous partager une bonne ressource positive, livre, film, série, podcast, ce que tu veux. Une bonne. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, à part la Blue Economy, je suis à fond dedans. Moi, c'est ça, c'est de prendre que les gens prennent conscience que on peut faire énormément. Enfin, en regardant ce qui se passe dehors, il y a énormément de business qu'on peut faire entre guillemets. Bien Moi, sûr. c'est plus ça, c'est d'analyser les animaux. Moi, je suis à fond derrière tout ça. Je regarde énormément de documentaires. Je m'inspire beaucoup de documentaires. Voilà, c'est un peu ce que je fais quand j'ai du temps. J'ai envie d'en partager une du coup. On regarde beaucoup la chaîne YouTube de Passe-moi les jumelles. Je sais Passe-moi pas les si jumelles, tu tu vois. connais. Non, en fait, moi, je sais pas où vous arrivez à choper tout le monde regarde des chaînes YouTube, mais moi, j'ai l'impression que mon algorithme Google est mal fait et que j'ai C'est pas parce les qu'on l'a bonnes. éduqué. C'est ça, voilà, c'est ça. Moi, faut que je fasse un effort là-dessus, mais je le note tout de suite parce que je suis à la Passe-moi les recherche jumelles. permanente. Passe-moi les jumelles, ok. C'est une superbe émission suisse Ok. diffusée sur la télévision RTBF. Et tous les vendredis soirs, ils partagent un nouvel épisode. Ça dure 30-50 minutes. C'est un super documentaire sur le savoir-faire, la nature,
l'observation. Tu vois, hier c'était un ébéniste, menuisier de formation qui en fait fait des films, des documentaires animaliers. Donc dès qu'il peut, il se part et Mais il va moi, dans la nature. je me le suis noté et tout, parce que surtout que moi, des fois, je regarde des trucs bizarres, mais sur YouTube, il y a eu une mode, là, il y a pas longtemps, c'est sur des gens qui récupèrent des métaux un peu tout rouillés et tout, et qui en font des couteaux, et moi, des fois, je passe une demi-heure à regarder ça, comment ils façonnent le truc et tout, j'adore, je suis fan, enfin, mais je vais Une regarder ancienne, une ancienne machine à café. par exemple, tu vois, typiquement, ouais. Ce serait Bah, génial. j'aime bien un peu tous ces métiers, moi, de artisanaux, on dit, ouais, j'adore ça, moi, tous les métiers un peu du savoir-faire, Savoir-faire. exactement, je trouve que ça se perd un peu, et c'est dommage. Moi, c'est ce que je trouve aussi un peu dans le business actuel. On met trop la La lumière technologie. sur la tech, sur les levées de fonds et tout. C'est bien, hein, j'adore ce qu'ils font. Enfin, il y a pas. Mais je trouve que Il n'y a pas que ça. il y a pas que ça. Et, et ça représente au Dis-moi. final une minorité de C'est ça. cette économie. Finalement, c'est ça. Ouais, exactement. Parce que les levées de fonds ont été principalement réalisées Ça, sur du business très familial, très mais artisanal, très industriel, très tout c'est ça. exact. Ouais, exact. Euh, Si tu avais un bouton no limit devant toi là tout de suite, qu'est-ce qu'il actionnerait? Le no limit? Un bouton no limit, une lampe, la lampe du génie d'Aladin, qu'est-ce que ça ferait? Si là j'avais un bouton no limit, qu'est-ce que ça ferait? Ouais, franchement, je sais pas. Franchement, je suis tellement bien. J'ai pas, franchement, pas de no limit là. En réalité, je vais Tu pas te le mentir. garderais sous le coude. Ouais, je le garde pour l'instant. J'ai pas besoin de grand chose. Ouais, c'est vrai que non, ouais, tu me poses la question. C'est une colle un peu. Je sais pas là. Enfin, plus de temps, comme tu dis. Je sais pas si c'est possible, mais que mes journées ne fassent pas 24 heures, mais 32. Ouais, 32, 32 heures, ce serait bien. Voilà. Ok, Parce que j'ai allez. plus de temps. Voilà, parce que c'est vrai que je finis assez tard souvent, mais j'aimerais bien un peu profiter plus. Tu vois, j'aimerais bien pouvoir finir à 20 heures, 20h30, mais qu'il me reste encore 5-6 heures de soirée après. Par exemple, tu Ouais. vois, ça, typiquement, pour profiter de ma copine, profiter de mes amis, plus sortir, voir des gens et vadrouiller. En fait, j'ai perdu un peu ce côté vadrouilleur que j'avais avant, et ça, j'aimerais bien le récupérer. Et ça, il y a évidemment le temps, mais il y a aussi cette période Covid hein, qui nous a un petit peu moins fait vadrouiller. Exactement, c'est ça, clairement. Et ça a perdu un peu aussi. J'ai l'impression Hmm. on s'est un peu habitué à rester chez nous. Enfin, pareil, pas tout le monde, hein. Je pense que je parle peut-être plus personnellement, hein, mais c'est un truc qu'il faut que je retrouve. Et voyager aussi, là, ça fait. Bon, j'ai eu la chance de voyager en février, mais je revoyageais, parce qu'en fait, quand on voyage avec le café, c'est différent que quand on voyage vacances, dans le sens où on se retrouve dans des zones où il n'y a pas de touristes, où vraiment, limite, c'est une des premières fois qu'ils voient des touristes, entre guillemets, les gens, parce que c'est vraiment au fin fond des montagnes, parce que le café, il pousse en altitude, dans des zones parfois à risque, enfin voilà. Donc ça, j'ai envie vraiment de reprendre. Si tu me dirais no limit, j'aimerais bien là avoir le temps de pouvoir faire tous les pays, revoir toutes les coopératives avec qui on travaille. Tu Voilà, fais ça une me ferait du pause, là, bien. et tu t'enchaînes les 13. Hop! Ouais, c'est exactement. Et surtout que ça permet en fait de redescendre un peu sur terre dans le sens et de se dire putain mais en fait nous on n'a pas vraiment de problème entre guillemets, enfin ça va, on est bien, enfin entre guillemets, Bah, ça nourrit toute la réflexion, tous les projets, exactement, ça relance. De quoi avez-vous besoin? Allez, hop! Ça, on le met en exactement, parce que place. Tac, tac, tac. c'est ça, des fois je m'énerve moi-même, des fois je me dis mais je suis en train de me plaindre d'un truc et finalement si je me retrouvais par exemple à la coopérative ou une des dernières où j'étais à Fondo Paes en Colombie, je me dis c'est pas des questions que je me poserais, parce que Mhm. quand tu les vois ils vivent dans des maisons en terre, ils se battent pour pouvoir vendre leur café plus cher, enfin tu vois des choses où voilà, eux ils savent pas forcément ce qu'ils vont manger demain, donc bon. Après bon ça c'est comme ça, hein, c'est le monde qui est comme ça, mais on va Mais l'améliorer, vous participez à l'améliorer. on essaye en tout cas, Super, modestement. super. Je te dis un grand bravo et je te remercie vraiment du fond du cœur pour tout ce partage. Moi, j'ai passé un super bon moment. J'ai appris des choses et,
Et on va parler café juste après, on va parler podcast et tu vas pouvoir appeler Gunther Poli. Bah, en tout cas, merci beaucoup. J'ai aussi passé un super moment. Et c'est comme ça, c'est des interviews comme ça que j'aime bien faire, un peu plus naturel. Je suis désolé parfois si je m'exprime pas très bien, si voilà, parce que je sais que j'ai quelques lacunes un peu. C'est ce que j'aimerais améliorer, c'est ce que tu me disais, nos limites. J'aimerais bien améliorer, par exemple, un peu mon. J'adore en fait, je suis fan de comment s'exprime par exemple Fabrice Lucchini, etc. J'aurais bien aimé Ah avoir oui, cette éloquence, etc. que je n'ai pas malheureusement, mais je vais y travailler. Ça, c'est des choses personnelles que j'aimerais travailler. Voilà. super. Bon, Un merci grand, grand beaucoup en tout cas. merci. Et on mettra évidemment tous les liens, puisque tous les auditeurs et auditrices de ce podcast peuvent devenir clients et acheter J'espère. du bon café Ouais, c'est bio et gentil. responsable, bien sourcé. Merci en tout cas, avec plaisir. À très bientôt, Thomas. À très bientôt.